Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on a un invité de taille. Il aimerait sûrement pas ça qu'on dise ça. Il nous a corrigé souvent pendant l'épisode quand on insistait sur l'ampleur du personnage, on va dire. Le docteur Kassem Zougari. Kassem, hein, pour les intimes, il voulait pas qu'on le vous voie. Donc, ça a été super convivial. Un gros podcast, honnêtement. Ça va laisser personne indifférent, que tu sois d'accord ou non avec ce qu'il dit. Il amène des bons points, plein de bons points. Fait qu'au final, si t'es un auditeur de bonne foi, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose pour toi là-dedans. Il y a des perles, puis des perles, puis des perles. C'est vraiment du lourd comme podcast, sérieusement. On était vraiment honorés de l'avoir, puis on est sorti de cette discussion-là comme vraiment comme wow. Tu sais, comme on aurait pu continuer pendant 4 heures, là, c'est juste parce qu'il était en Allemagne, il était clairement très tard. On a fait comme bon, je pense que c'est assez pour ce soir. Mais on va remettre ça, c'est clair. Donc, ça discute de plein de choses, honnêtement. Je vais pas vous énumérer les sujets parce que ça va être trop long. Ouais, ça dure une bonne heure et demie. C'est un très gros podcast. Et si vous voulez en avoir plus, ben là, le contenu bonus est de taille. Sur Patreon, on a une demi-heure complète avec le docteur Zougari de plus. C'est vraiment intéressant. Et encore une fois, ceux qui veulent nous soutenir ou qui disent des fois je vois ça un peu dans les commentaires comme j'aimerais ça un autre épisode, enfin même. Ben sur Patreon, il y en a plusieurs. Il y a du contenu inédit, il y a des conversations qu'on fait nous par après et tout ça. Donc c'est vraiment une bonne plateforme à aller chercher. Puis si jamais vous aussi vous écoutez les lives et vous voudriez participer, ben vous pouvez rejoindre certains niveaux qui vous permettent à 10$ par mois. Sinon, ben si vous voulez juste nous supporter, ben ça fait plaisir. Puis n'oubliez pas de commenter, partager et liker ce qu'on fait, ça nous aide beaucoup aussi. Bon podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour, avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit une sommité francophone des arts martiaux, une sommité du ninjutsu, Dr Kassem Zougari, qu'on a eu la chance d'écouter à plusieurs reprises sur différents podcasts, notamment celui de notre ami Marvin Vega. Donc, bonsoir Dr Zougari, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors, juste pour terminer, sommité, pas du tout. Mais appelez-moi Kassem, parce que docteur, c'est vrai que c'est le titre universitaire, mais appelez-moi Kassem. Parfait. S'il vous plaît. Si vous le dites. C'est Jérémy qui vous voit encore. Donc, Kassem, c'est ça. C'est notre réflexe de karaté. Le vouvoiement, c'est une chose très belle, enfin, c'est très beau, etc. Mais et bien entendu, ça fait partie de l'éducation et quelquefois on a du mal, quand il y a des automatismes, hein, c'est un peu comme dans les arts martiaux, on a du mal à les retourner. Mais c'est un très bon automatisme, le vouvoiement. Mais entre nous, vous m'appelez Kassem, on se tutoie, ça permet aussi de mettre les choses un peu plus naturelles, de laisser les choses parler. Parce que quand on vous voit, quelquefois, il y a un petit peu de distance. Hein. Et puis, si j'avais 80 ans avec la barbe qui tombe comme ça, que vous voyez, là, c'est tout à fait normal. Là, allez, on y va. Ben, justement, on va pouvoir savoir un peu plus. Vous situez dans l'échelle du temps. Vous êtes né où et à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? C'est arrivé comment? Alors bon, je suis né à Paris en 1972, le 7 juin 1972. Donc, c'est une sacrée année en 72. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre du Vietnam, il y a pas mal de contestations un peu partout. Et donc, j'ai dû naître aussi comme un contestataire. Non, je crois pas. Mais donc, je suis né le 7 juin 1972 à Paris. Mes parents sont nés en Algérie et à l'époque, c'était une colonie française. Voilà.
Donc, je suis en 1972. Alors, comment j'en suis arrivé aux arts martiaux? Donc, je suis le fils aîné de 5 frères. Donc, déjà, ça, Ok. c'est du combat. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Étant- Leader-né. Ah ouais, non, mais ça, c'est du combat. Ça, 5 garçons, c'est une fratrie. Et en plus, je suis l'aîné. Donc, automatiquement, les parents ont mis l'accent sur pas mal de choses en ce qui me concerne, comme j'étais l'aîné. Puis, bon, comme vous pouvez voir ça dans toutes les familles en général, on va dire la force parentale diminue au fur et à mesure des enfants. Et le dernier, en général, c'est toujours un peu celui qui est le plus gâté. Et le premier, celui qui prend le plus de coups ou qui prend le plus de responsabilités. Disons qu'en fait, tout ça va me forger, va m'apporter beaucoup de choses. Hein, et j'en suis extrêmement profondément reconnaissant envers mes parents. Donc, alors comment j'ai commencé les arts martiaux? Je crois que déjà très tôt, hein, quand on est un garçon, hein, on aime la bagarre. Hein. Puis moi, j'avais des frères, donc la bagarre, c'était un petit peu le b.a.-ba. Hein. Mais en fait, c'est un concours de circonstances. Il y a beaucoup de choses que j'aimais. J'aimais Zorro. Hein. Zorro, un cavalier, hein, ça va vous parler. Donc déjà, alors là, on voit tout de suite ce qui un jour, quand je vais voir le ninja, là, on va voir tout de suite la superposition, habillé en noir, l'épée, le cheval, la Batcave, etc., etc. Hein. Donc Zorro, le renard, hein, en espagnol, hein, el Foro. Ensuite, mon père pratiquait le karaté Shotokan à l'époque. Il pratiquait le karaté Shotokan avec un maître japonais qui s'appelait Maître Kaze, qui était venu en France sous l'invitation d'un homme qui est mort bien sûr, Henri Play, hein, qu'on appelle un peu le pape ou le père du karaté français. Enfin bon, si on veut l'appeler le père, c'est celui qui a quand même amené pas mal de choses pour le karaté, qui a amené les premiers professeurs de karaté. Alors, c'est un peu difficile hein, au début. Hein. Vous trouvez des cours de karaté, des cours de judo, un petit peu d'aïkido. Les cours de kung-fu, ça n'existe pas dans les années 60, 70, 80. Moi, d'abord, je suis tout jeune en 72. Qu'est-ce que je vais faire? Rien du tout. Je joue aux jouets, moi. Hein. C'est les robots, c'est Goldorak, c'est Zorro, c'est ça. Et petit à petit, on va dire que vers l'âge de... donc, c'était en CE2. Si je me souviens bien, on habitait à Saint-Denis. Alors, Saint-Denis, c'est le 9-3, 93. Dans les cités, il y avait un petit club de karaté Shotokan. J'en ai fait 1 an. C'était pas mal. Mais c'était pas encore ça. Puis après, il y a eu les films de Bruce Lee. Et alors là, c'est la claque. On veut faire comme lui. Alors, on ne sait pas ce que c'est que le Wing Chun, on ne sait pas ce que c'est que le Kung Fu, on ne sait pas qu'il y a plusieurs styles de Wushu. J'aime bien le karaté, mais on a en France, 95%, c'est que du Shotokan. Il n'y a pas encore le Wadoryu, le Shitoryu, le Goryu, le Shinkai, le Uechi. Ça, il faut attendre vraiment longtemps. Et en plus, après, toutes les formes de karaté qu'on a aux États-Unis, hein, comme le Kempo karaté ou le Kempo karaté de Ed Parker et toutes ces formes qui vont se créer, qui sont un peu hybrides. J'ai pratiqué la boxe américaine un petit peu, puis après, je suis parti et c'est à ce moment-là, on est dans les années 83-84, c'est là où va commencer le fameux Ninja Boom aux États-Unis avec Shokuzugi. Alors là, quand je vois le film de Shokuzugi, Hunter, alors en français, c'était Ultime Violence. Les Français, ils aiment bien changer les titres. Ils aiment bien franciser pour. C'est la France. C'est la France. Bon, je ne vais rien dire là-dessus. J'ai peur qu'on m'écoute et qu'après on me dise. Donc, il y a cet effet. Il y a cet effet que quand je vois donc Shokuzugi habillé en noir dans le Los Angeles, ensoleillé, en train de grimper un mur et avec des griffes, il faut savoir que j'ai quand même 13 ans. Hein, donc bon, hein, 13-14. Et là, je fais papa, maman, c'est ce que je veux devenir. Et donc, quand je vois le ninja, donc c'est un peu la superposition de tout ce que j'aimais quand j'étais, depuis ma tendre enfance, on va dire, Zorro. Le côté aussi Marvel Comics, j'étais un fan de ça, donc un double identité, super pouvoir. Hein, il y avait déjà les ninjas, The Hand, la main avec Daredevil, donc là c'était la grande classe. Wolverine au Japon, hein, j'avais lu tout ça, hein, ça me passionnait. À ça, il faut rajouter un peu toutes les histoires sur la religion que ma mère me racontait, sur tous ces saints qui avaient des pouvoirs, qui aidaient les gens, mais qui restaient toujours cachés, qui se la pétaient pas, qui se montraient pas, donc tout ce côté-là. Alors tout ça va se mettre en place, ça va se superposer avec Bruce Lee. Et quand je vois le gars habillé en noir, c'est à la fois le Batman, il a des super gadgets, il est James Bond. Ben, il y a tout ce que j'aime, quoi. Mais bon, il ne faut pas oublier, j'ai 13 ans.
Donc voilà comment ça commence. Puis en 84-85, 85, ouais, 85-86 pour être plus précis. Écoutez, je prends un magazine, je vois une adresse, il y a marqué Ninja, je téléphone. Je dis, est-ce que. Il me fait, oui, on enseigne le ninjutsu. Moi, je dis, ouais, je m'en fous, moi. Parce qu'on met la cagoule et on jette les shurikens. Il me fait, ouais, j'arrive. Et je prends mes trucs, j'arrive, je m'inscris. Voilà comment ça s'est passé. Donc, et j'ai pas honte de le dire. Hein. Moi, tout ça, quand j'ai acheté mon premier kimono, c'était waouh, je l'ai porté. C'était avant le terrorisme, hein, quand même. Hein. Je pouvais le porter à cette époque-là, donc il n'y a pas de problème. Ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va pas. Voilà, et je commençais donc avec un professeur qui se disait très proche de professeurs japonais, qui disait qu'il connaissait pas mal de choses, qui revenait du Japon. Comme beaucoup de professeurs, c'est par ce professeur que j'ai connu le nom de Hatsumi. Voilà. Voilà. Là, vous étiez tout jeune. Comment vous en êtes venu à vous rendre au Japon et à vous établir là-bas? Puis, comment ça s'est passé? Ouais. On veut tout. Alors, ça, voilà, bon. Là, franchement, donc, je suis professeur français chez qui j'étais, qui enseignait à Paris, qui était une sorte de pionnier du ninjutsu en France. J'ai suivi, donc c'était 86-87 par là, hein, voilà. Donc, j'étais très jeune, hein, je faisais partie de vraiment des jeunes adolescents, même pas adolescents, j'ai 14 ans. 14 ans, 15 ans, qu'est-ce que c'est, hein, pas grand-chose. Et puis, il y avait que des adultes. De temps en temps, il y avait des cours enfants, c'est très rare, mais on les comptait sur le bout des doigts. Et moi, je faisais les cours du soir en général. Donc, voilà, j'ai pu rencontrer en fait tous ceux qui se disaient les ténors du ninjutsu en France, hein, ou les ténors de quoi que ce soit, peu importe. Mais bon. Et quand les premières vidéos, qui coûtaient très cher à l'époque, donc au début, j'arrive là-bas, moi je ne parle pas très bien l'anglais, pas du tout pour vous dire. C'est pas facile aussi, hein, de prendre des cours. Hein. Je suis issu d'une famille très humble, hein. Père ouvrier, 6 enfants, prendre des cours à l'époque, payés par mois, c'est quelque chose. Hein. Donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Hein. Donc je vais écouter ce professeur, ses élèves religieusement, hein. Comme un jeune qui veut apprendre plus. Bon, on remarque déjà à l'époque, malgré ce qu'on suit, il n'y a pas toutes les informations qu'on veut, et on commence à tomber un peu sur les livres qui viennent des États-Unis, parce que tout vient des États-Unis, comme toujours à cette époque-là. Alors je ne suis pas très fan de Stephen Hayes, pour être franc. J'ai jamais été fan. J'ai jamais aimé le style. Les bouquins, il n'y avait que lui en photo, qu'une photo d'Hatsumi. Moi, ce que je voulais, c'est comment ça se passe au Japon. Et c'est là que je commence à tomber sur des livres. Le premier livre qui va parler du ninjutsu, qui a été écrit dans les années 60 par un certain Andrew Adams, qui s'appelle Ninja Invisible, de Invisible Assassin, qui est donc une sorte de compilation de tous les articles que Andrew Adams, qui était donc un Américain qui travaillait dans le journalisme sportif au Japon, avait rencontré plusieurs maîtres, plusieurs pratiquants, plusieurs chercheurs, donc Hatsumi, Nawa, Fujita, et il en avait fait un beau livre en noir et blanc, très bien, avec plein de photos, plein d'informations. Ensuite, il y a les bouquins qui vont parler d'Hatsumi Sensei, et bien sûr, le fameux Black Belt et Inside Ninja, Inside Kung Fu. Donc, on est quand même dans une période où c'est le milieu des années 80, ça explose, quoi, hein. Il y a des ninjas partout. Et bien sûr, ça va arriver en Angleterre et en France très tardivement. Hein, au niveau de l'information. Donc, c'est très difficile de trouver de bons professeurs, c'est très difficile de l'information pure. Donc, moi, je regarde les photos, je suis vraiment c'est génial, les armes. Bon, je suis même pas un teenager, je suis un gamin. Donc, tout ça, ça me berce. Hein, et en plus, dès que si je lis un Marvel Comics ou si je vois un film, ça me parle. Et au fur et à mesure, il commence à avoir des vidéos. Hatsumi Sensei commence à faire des vidéos et j'arrive à mettre la main sur 2 vidéos. Donc, à l'époque, elle coûtait très cher. Donc, on prenait une caméra et on filmait on filmait la télé pour avoir la vidéo. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, par exemple, ça serait de prendre le portable et de filmer au cinéma. Hein, voilà. Ouais. Mais c'est encore plus simple avec un portable. Les caméras, c'était pas des handicaps, hein, c'était des morceaux où on les portait sur l'épaule. Hein. Donc des grosses machines à laver, si vous voulez. On enregistrait nos chansons sur des cassettes. Quand je vois la première vidéo, je me dis. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc la première vidéo, là, je me dis, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on apprend.
Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on apprend. Alors, les premières questions que je pose, c'est pourquoi c'est pas pareil. On me fait comprendre que d'abord, tu ne peux pas comprendre parce que je suis un peu le même discours. Tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune, etc. etc. Ouais, d'accord, je ne pose pas trop de questions, voilà. Mais quand même, Et puis, il y a aussi des choses dans le style qui me posent problème. Je voyais que techniquement, comme j'habite dans un quartier assez chaud, cité, HLM, et j'ai pas mal de copains qui pratiquent d'autres trucs. J'avais fait aussi un box. Donc, je voyais que les techniques qu'on faisait, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait simplement quand tu restais, t'attaquais le professeur et tu restais comme ça, et le professeur, il te frappait. Oui, ça marche, si tu ne bouges pas. Hein. Et quand j'étais avec donc, des copains, on s'entraînait, t'attaques, ça fritait, etc. Ouais, tu lui montres un truc de ninja, là, tes chinoiseries. Et je ne savais pas comment montrer, ça ne marchait pas. Alors, ça ne veut pas dire que le professeur avec qui je était mauvais. Bon, s'il l'était, bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Hein. Ce qui compte, c'est ce que l'élève est capable de faire. Ce n'est pas parce que le professeur est bon ou mauvais que ça va faire de l'élève quelqu'un de bon ou mauvais. C'est dans la pratique de l'élève qui va être. Enfin, donc, je commence à avoir des doutes. Des petits doutes. Des doutes. Et donc, je commence à mûrir la folle aventure d'aller au Japon. J'ai 17 ans. Voilà. Et c'est donc à l'été 89, alors l'année 89, enfin 89-90, donc l'été de l'année 89-90, en 90, que je pars au Japon pour 2 mois. Et quand j'arrive au Japon, premier cours chez Ishizuka Sensei, qui est l'un des meilleurs disciples d'Atsumi Sensei, d'Atsumi Soke, des chefs de 9 écoles, etc., etc. Là, le premier cours, c'est la honte. C'est la honte, là, je me dis, mais je sais rien faire. Et donc, c'est là que toute l'histoire va commencer. Je reste 2 mois au Japon, c'est magique, mais en même temps, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Américains, quelques Anglais. C'est pas simple, c'est pas facile, on connaît pas la langue, je connais rien, donc je me tais, je regarde, j'observe, c'est la chose que je sais faire. J'aide quand il faut aider, j'étudie. Et au retour en France, après 2 mois, je me dis, bon, d'abord, je coupe les ponts avec tout le monde. Et je me dis, je vais commencer à pratiquer seul. Donc, quand vous dites ça à 17 ans, c'est bien, ça fait un peu cinéma, mais après, quand on en arrive à la réalité, là, voilà, mais je le fais. Et je décide d'apprendre le japonais. Je me dirais, je vais pas me laisser, je veux pas me laisser avoir, entre parenthèses. Je veux comprendre ce qu'ils disent, s'ils disent des conneries ou pas, s'ils parlent de moi ou pas. Je vais apprendre le japonais pour savoir aussi ce que eux lisent, comment ils communiquent, pour apprendre mieux. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Jamais j'aurais cru que j'allais faire un doctorat et que j'allais retourner encore au Japon, que j'allais vivre là-bas, que j'allais être prof là-bas, que j'allais devenir ce que je suis avec Ishizuka Sensei, avoir la chance de lire les makimono de Takamatsu et encore d'autres, et vous rencontrer plein de maîtres. Et voilà. Puis là, en tant que quand même, tantôt on a exclu le terme sommité, mais je vais utiliser le terme, disons, expert des arts martiaux. Est-ce que c'est possible de nous démêler un peu plus? Parce qu'on en a déjà parlé beaucoup du ninjutsu. On a eu des gens du Bujinkan, mais on a aussi eu Kevin de Québec qui, lui, est plus du côté Toshindo, c'est ce que j'ai cru comprendre. Puis là, okay, d'accord. Il y a beaucoup de branches. On essaye de démêler tout ça, puis étant directement là-bas au Japon, étant très proche des grands, peut-être nous faire un historique un peu du ninjutsu, là. Historiquement, la pratique du ninjutsu, ou ce qui va devenir, ce qui va être nommé un jour le ninjutsu, est pratiqué par un type de guerrier bien spécifique qui est utilisé pour 3 choses. L'information, donc l'espionnage, infiltration, exfiltration, donc dans n'importe quelle forteresse, mettre le feu, y mettre la zizanie, prendre la tête du général et partir, et l'assassinat. Voilà. C'est la pratique, elle est basée là-dessus, c'est-à-dire savoir tuer, comprendre l'information, utiliser l'information, l'amener, la vendre et s'infiltrer, exfiltrer, peu importe l'endroit, donc faire face à n'importe quel type de guerrier. Donc à la base, ce sont quoi? Ce sont des guerriers, donc des bushi, mais qui ne rentrent pas dans, on va dire, l'orthodoxie du moment. Et qui vont combattre, parce qu'on a besoin d'un type de guerrier qui fait les choses pas comme les autres, qui font les choses derrière et qui ne cherchent pas, et ça c'est très important, à être reconnus, alors, pas tous, mais en général, à être reconnus ou à tirer un bienfait ou une reconnaissance ou un grade spécifique ou une position dans l'échelle guerrière. C'est pour ça qu'après, on va créer donc 2 castes différentes, les ninjas et les samouraïs, alors qu'en fait, un ninja à la base, c'est un guerrier, c'est un bushi, c'est un samouraï qui va choisir une voie, une pratique, une vision des choses
complètement différente du guerrier qui va être attaché à une certaine orthodoxie avec la relation à son seigneur, etc., etc. Mais voilà, donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez plusieurs écoles. En général, à partir du XIVe siècle, c'est au Japon, donc la période Muromachi, c'est à cette période-là que les premiers ryu vont commencer à se former. Les premiers noms, les premières informations qu'on a, c'est à partir de cette période-là. On peut pas appeler ça une école, hein, ce sont des cercles, ce sont un maître avec deux, trois disciples. Ils n'ont pas d'endroit fixe, hein, parce que dès qu'il y a un endroit fixe, ça devient une école, ça devient quelque chose d'assez. C'est plus un art martial à ce moment-là. Hein. Dès qu'il y a un endroit fixe, on vient enseigner. C'est plus des arts martiaux, ça devient plus quelque chose. Je veux pas dire qu'on rentre dans l'ordre du sport, mais on rentre dans l'ordre. On sait où on va pratiquer, on sait ce qu'on va faire, donc on va payer pour un cours, on y va, on y vient. C'est plus ça. Les arts martiaux, c'est quelque chose à la base de très vivant, c'est quelque chose qui se pratique n'importe où. Il n'y a pas besoin d'un dojo, il n'y a pas besoin de ça, ça n'existait pas à cette époque-là. 14e siècle, 15e siècle, il faut attendre le début de la période d'Edo et notamment à partir du milieu du XVIIe siècle pour commencer à avoir un grand nombre de dojos avec un système où on va s'asseoir, se poser, les grades, enfin même pas encore des grades, mais avec un système de notation et de transmission avec des niveaux. Avant ça, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Donc le ninjutsu va naître. Il faut d'abord toute une période d'incubation. Mais à partir du XIVe siècle, 15e siècle, pendant la période Sengoku Jidai, hein, qu'on appelle qui se traduit en fait par la période des royaumes combattants, hein, où toutes les principautés vont chercher à contrôler le Japon. Donc il va y avoir beaucoup de batailles. Et là, le ninja devient une denrée extrêmement recherchée parce que c'est à la fois un espion aguerri à toutes les techniques de combat. Il est rompu à toute forme de combat et bien sûr à la stratégie, aux tactiques. Et ce sont le genre de personnes, quand on les envoie, on est sûr du résultat. Donc c'est un autre type de guerrier. Donc voilà ce que c'est rapidement, hein, mais vraiment rapidement. Ça, c'est la base. Donc c'est quelque chose, c'est endurer, persévérer, suivre. Hein, c'est le principe du caractère nin que vous trouvez dans tous les arts martiaux japonais, utilisé dans toutes les arts martiaux japonais. Puis l'influence chinoise via ce qu'on appelle les Buke Shichisho, qui veut dire les 7 traités militaires chinois sur la stratégie, le combat en groupe ou combat singulier avec les tactiques militaires, la négociation, la politique, l'espionnage. Donc, vous allez avoir le fameux Sonzu, hein, en japonais, c'est Sonshin no Hero, Shima, Goma, Sema, Rikuto Sanyaku, etc. Et de ça, les guerriers japonais vont en extraire quelque chose avec ce qu'ils ont. Donc, ils vont ajouter une science à une autre. Et c'est comme ça que le ninjutsu va naître. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui était carrément en Chine, prêt, qui a été apporté au Japon et qui s'est développé au Japon. Non, c'est le fruit de multi-interactions dans les montagnes en général, hein, donc Iga et Koga, mais beaucoup de choses, qui vont se mettre en place. Il y a aussi bien sûr le tissu religieux, notamment les pratiques ascétiques qui se passent dans les montagnes. Et dans les montagnes, c'est là où tous les dissidents, tous ceux qui veulent se faire une nouvelle vie, tous ceux qui veulent cacher, tous ceux qui veulent fomenter un plan pour renverser le pouvoir, vont se cacher. Donc voilà déjà, c'est le côté un peu mystérieux, si vous voulez, où tout va se mélanger. Et ça, pour le côté mystérieux, il faudra attendre la période Genroku, milieu du XVIIe siècle, où il va y avoir toute une littérature utilisant le ninja habillé en noir, chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, hein, qui va être utilisée pour, bien entendu, toucher un jeune gamin comme moi quelques siècles après. Et comme quoi que vous voyez, hein, on peut partir par une image déformée et arriver à quelque chose que j'espère un peu plus concret, un peu plus réel et proche de la réalité. Ensuite, maintenant… Mais sinon, réellement, puis concrètement, les ninjas avaient l'air de quoi? Ceux qui faisaient ces missions-là et tout. C'est quoi le profil type, ouais, tu veux dire? Ouais, quand il s'habillait, mettons, c'était pour infiltrer, donc de la meilleure manière. Tout à fait. Tu viens de répondre à la question. Okay. Tu vas infiltrer un château, une place forte. Tu vas rentrer dans une ville. Tu vas t'habiller en noir, en daylight. Hein. Même Batman, il sort en noir la nuit, rarement en jour. Il n'est pas con, lui, tu vois, donc il a tout compris. Hein. Il n'y a rien que les super-héros de chez Marvel où ils ont des super couleurs et tu les vois dans le ciel, mais comme ils sont rapides, tu peux pas trop les voir rapidement. Mais non, c'est illogique d'avoir un costume. Attention, moi, le costume m'a fasciné. Je l'ai acheté, je l'ai porté, mais bon, j'étais un gamin. Mais on comprend tout de suite que c'est plutôt, c'est ce qu'on disait, c'était plutôt une réalité sans nom et c'est devenu un nom sans réalité. Comme beaucoup d'arts martiaux, malheureusement. Hein. Le ninja, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu ne reconnais pas.
Il se fond dans la masse. Et quand il avait une mission à faire, d'abord, il étudiait, bien entendu, l'endroit, le lieu, les coutumes, le vêtement. Il s'habillait, il épousait donc les us et coutumes de ce qu'il allait faire. Par exemple, s'il était habillé en moine itinérant, soit en ce qu'on appelle un troubadour, donc c'est ce qu'on appelle les shomonji en japonais. Si c'est un moine du Shugendo, parce que en général, ce qu'on appelle des moines montagnards ou les ermites pouvaient passer de province en province, on ne prenait pas trop la tête. Ça pouvait être aussi un commerçant d'herbes, ça pouvait être aussi une sorte de médecin qui était pas très bien vu, mais dont on avait besoin, ou tout simplement un guerrier attaché à un fief qui avait pour mission de venir regarder où il se met tout sous la forme d'un paysan. Ce qu'on appelle aussi des jisamurai, qui sont des samouraïs paysans. Donc, c'est l'homme du terrain. C'est un homme qui doit épouser très polyvalent, la très situation. Polyvalent. En fait, déjà, le fait d'être polyvalent, c'est pas mal, mais alors très polyvalent, c'est très fort. Donc, quelqu'un qui se fond dans la masse. Voilà. Et la pratique elle-même, elle est née là-dessus. Alors maintenant, ensuite, si on regarde d'un point de vue moderne, alors vous avez plein de choses. Dès qu'il y a le ninja boom qui va dans les années 80, bon, vous avez déjà dans les années 60 au Japon, des gens qui se disent ninja. Vous avez Seiko Fujita pour le Kogaryu. Vous avez des gens, Takamatsu Sensei, il n'avait pas besoin de se dire, il faisait pas trop parler de lui, mais c'est via Hatsumi Sensei qu'on a connu Takamatsu Sensei, donc c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui était vraiment caché, Takamatsu Sensei. Il cherchait pas à se faire connaître. Puis après, vous avez d'autres personnes qui vont utiliser le nom ninja pour faire de l'argent, faire des démonstrations, etc. Il y a beaucoup de business dans les arts martiaux, ça a toujours existé. Même par le passé, ça a existé, mais pas pendant les périodes de Sengoku Jidai ou 14e siècle. Là, vous voulez faire du business avec les arts martiaux, il y a intérêt à avoir des qualités, il faut avoir des skills. J'aime bien dire que dans le mot skills, il y a le mot kill. Donc, skill. Ça, c'est important, ça. Et donc, on est dans une période de paix, les gens vont créer plein de choses. Alors, bien sûr, le Toshindo, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est créé par Steven S., qui est un ancien, qui est quelqu'un qui est parti pratiquer au Japon. Alors, combien de temps il est resté au Japon? Et apparemment, quand il est arrivé au Japon, il a fait quelques cours avec Natsumi, mais il était plutôt sous la main de Tanemura, qui était le cousin Natsumi, qui est parti créer sa propre fédération par la suite. Tout ça, bien sûr, c'est une question de business, c'est une question d'oseille, c'est pas une question d'éthique ou de pratique, parce que quand on les voit bouger, ça fait peur. Vous les mettez devant un gars qui fait du MMA, non, un bon karatéka, du style Jean Frenette, Mawashi dans la tête, le gars il tomberait par terre. Ou vous les mettez devant un gars qui fait du Kyokushinkai, un low kick, le gars, il ne travaille pas. Donc, ninja, faut arrêter la fumette. Il y a aussi, donc, après Manaka, qui est aussi un autre élève d'Atsumi Sensei, qui est parti monter sa propre école. Donc, ça, c'est de ce point de vue-là. Après, vous avez d'autres personnes, comme Kawakami, qui se présente comme un soke de l'école Kogaryu, qui vit du côté d'Osaka, rattaché à l'université de Mie. Après, quand vous les regardez bouger, vous faites vous-même votre impression. Moi, personnellement, je suis pas impressionné, ça me touche pas du tout. Et ce qu'il raconte, c'est sans plus. Ça peut se lire dans n'importe quel livre. Et puis, quand on entend parler, quand on entend la gestuelle, quand on écoute comment c'est posé le discours, bon, sans commentaire. Donc, vous avez bien entendu dans le Bujinkan, qui est le nom de l'organisation, les 9 écoles qu'Atsumi Sensei a reçues par Takamatsu Sensei. Sur ces 9 écoles, elles se divisent en plusieurs types. Et vous avez des personnes qui vont pratiquer d'autres styles et qui vont les mélanger, qui vont appeler ça du ninjutsu. Voilà. Donc, nord-américain, pareil en Europe, vous avez beaucoup de charlatans. Voilà, beaucoup de zéros, beaucoup de menteurs, beaucoup de sophistes, beaucoup de gourous, comme dans tous les arts martiaux. Bon, on n'est pas. Puis comment faire? Parce que c'est un peu comme, à la limite, l'Internet, là, comme avoir de l'information. Comment faire pour s'assurer d'avoir être à une place fiable? Une source fiable, oui. Comment démystifier tout ça, oui. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de recherche de mystère. Il y a des gens qui vendent du mystère, qui vont te faire croire qu'ils vont t'apprendre des super pouvoirs, des trucs comme ça. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé ça, je trouvais cool, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'efficacité. Comme tous, on pratique les arts martiaux, pourquoi? L'efficacité. Alors, 100%. Voilà, voilà, 100%. Le problème après, c'est que le mot efficacité vient du mot effet. Il crée un effet. Et c'est un effet qui nous met tous sur la même table et on se respecte tous. Que vous venez du judo, que vous venez des sports de combat ou des arts martiaux classiques ou des nouvelles écoles créées, on recherche tous l'efficacité. Et l'efficacité n'a pas de drapeau. Elle est efficace.
peu importe le style, on peut reconnaître l'efficacité. On peut aussi reconnaître la beauté d'un mouvement, la beauté d'un kata, d'une forme, quelle que soit, ou la beauté d'un jab, d'un jeu de jambes, hein, ou d'une technique. Et ça s'appelle l'efficacité. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle l'efficacité ultime. C'est ce que tout le monde recherche et très peu y arrivent. Très peu parce que alors là, bah oui, il s'agit d'une élection, il s'agit d'un cœur, il s'agit de beaucoup de choses. Donc, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser la gentillesse, la sincérité des gens, de jeunes personnes qui veulent apprendre et qui vont les lobotomiser, les brainwash, hein, leur faire un lavage de cerveau, leur faire croire que c'est ci et ça. Et une fois qu'on est attaché là-dedans, c'est très difficile de se réveiller jusqu'au jour où on prend une bonne droite dans la gueule. Hein. J'ai des amis en boxe qui disent il n'a pas encore reçu une bonne droite dans la gueule. C'est un bon direct, un bon jab. Tu sais, on parle pas de combat là, une bonne gifle, damn, voilà, quelque chose qui te remet tout de suite à ta place, qui te ramène à la réalité. Ses valeurs. Là, ouais. Voilà. Alors, c'est pas facile, mais d'un autre côté aussi, il y a toute la richesse d'Internet, d'avoir un tout petit peu d'intelligence, de regarder, de comparer, d'aller voir les gens directement, de leur poser des questions, et surtout, même si on connaît pas les arts martiaux, on est quand même des êtres humains. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut voir si la personne, elle est déjà gentille. Attention, pas intéressé, parce que souvent on peut être gentil parce qu'on est intéressé, parce qu'on veut l'élève, on lui dit oh, t'es very good, very nice, comme je vais t'enseigner, t'inquiète pas, regarde les grades, voilà comment c'est chez moi, etc. Ou on va le caresser dans le sens du poil. Hein. Non, de regarder comment la personne se comporte avec les élèves, comment elle se comporte avec les gens extérieurs, sa gentillesse, comment elle parle, et surtout comment elle bouge. Ça, c'est très important. Alors, on ne peut pas être capable de juger l'efficacité, mais on peut regarder, jauger la manière dont il se tient, s'il ne fait pas trop le samouraï ou trop le guerrier, ou s'il n'est pas un peu trop bizarroïde. Tout ça, c'est des choses qui, avec l'éducation personnelle qu'on peut regarder. Alors, ça n'empêche pas qu'on va se tromper, et il faut se tromper, parce que de l'erreur naît la connaissance. Hein. De l'erreur naît la connaissance. La sagesse elle-même vient du nombre d'erreurs, hein, et surtout de la longanimité, de savoir qu'on s'est trompé, et donc on peut ouvrir le cœur aux autres et les accepter. Donc, voilà comment on fait, mais c'est pas facile. Il va falloir tomber, il va falloir se faire mal, il va falloir souffrir un peu. Hein. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça. Est-ce qu'on va répéter la même chose pour faire encore pire et dire je suis pas comme eux, mais en fait je suis pareil. Ce qui va changer, c'est simplement the narrative. Hein. Ce qui reste, c'est toujours la même histoire. C'est pas facile. Et pour un style, pour une école comme le ninjutsu, c'est vraiment le fourre-tout. C'est très facile. Il y a tout. Tout le monde crée sa propre école. Mais la plupart, hein, vous les mettez devant un gars qui fait du MMA ou un karaté contact, de la boxe. Ouais, je parle même pas d'art. Là, je parle pas d'arts martiaux. Hein. Karaté contact, un truc où il y a du sparring, mais c'est fini. Mais c'est fini. C'est tous les keymasters que vous voyez ici à droite à gauche qui se prennent une bonne droite. C'est pareil. Vous avez beaucoup de ça dans le Bujinkan et dans le ninjutsu. On n'est pas les seuls. Hein. Tai Chi, Qigong, Taekwondo, Karaté, tout ça, il y a des gourous partout. Mais je pense qu'il y en a dans tous les styles. Pour avoir parlé à des gens de tous les horizons à date, des pratiquants pas sérieux puis qui nuisent à leur art, il y en a. C'est fou. Parce que justement, j'allais te demander en fait, parce que récemment, on avait vu passer une vidéo, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, c'est le YouTuber de la chaîne Martial Art Journey qui, d'habitude, il se concentre sur l'aïkido qui est son ancien style, mais là, il a décidé de faire une vidéo pour attaquer le ninjutsu. Puis justement, il citait en exemple des maîtres, il mettait des vidéos qu'il avait prises sur YouTube. Puis c'est facile de prendre quelqu'un qui est pas bon puis de le montrer en exemple pour discréditer un art au complet. Mais c'est là où, sur Internet, ça devient difficile de faire la part des choses quand tu connais pas ça un peu. Quand tu n'as pas de connaissances de base, tu vas faire « Ah, lui, il dit qu'il est, mettons, 5e dan ou je ne sais plus combien d'aïkido, puis que ça fait 20 ans qu'il fait des arts martiaux, puis il dit que eux, c'est pas bon ce qu'ils font. » Fait que là, tu fais comme « OK, mais là, comment je dois démêler tout ça, tu sais? »
Alors, bon, je crois savoir de quelle personne on parle. J'ai dû voir ça très rapidement. Je suis pas quelqu'un qui reste trop sur Internet. Souvent, on m'envoie des liens pour regarder. Personnellement, moi, je passe mon temps dans les livres, les densho, les makimono et la pratique personnelle. Et puis, bon, on a tous, je pense comme vous tous, des vies de famille, travail. Bon, voilà. Mais quelquefois, on m'envoie et on regarde. Hein. Il faut un peu de curiosité. Faut pas fermer les yeux sur la réalité, parce que ça fait partie aussi de la réalité. Hein. La connerie, la stupidité fait partie de la réalité. Hein. Donc, je crois savoir de qui on parle. J'ai vu son Aikido. Je pense qu'il n'a jamais mis les pieds au Japon et qu'il ne sait pas ce que c'est que l'Aikido. Attention, qu'on s'entend bien. L'Aikido n'est pas un art martial, mais découle d'une école de Jiu-Jitsu. Et c'est un très haut niveau. Et il y a certains qui sont capables de le faire. Maintenant, attention, c'est pas facile. Ça veut dire que l'idée derrière l'Aikido, l'idée même qui va être à l'origine de l'Aikido, c'est ce que vous trouvez dans tous les arts martiaux classiques au plus haut niveau, de l'art du sabre, de la lance, etc. Et c'est pas n'importe qui est capable de le faire. D'accord? Et le problème, c'est qu'ensuite, ça va rentrer dans un monde de l'éducation, comme le judo, comme le karaté, comme le kyudo, comme l'aïdo, le yaido, comme le kendo, le naginata-do, qui vont rentrer dans un monde de l'éducation. Et quand on rentre dans l'éducation sportive, vous êtes obligé, parce qu'il y a des règles, vous êtes obligé, parce que bon, il y a des subventions, il y a tout ça, c'est plus un art martial. Il y a, on va dire, des vestiges d'un art martial, quelquefois de vieux vestiges, et ensuite on va rentrer dans un système où on enseigne, où on explique, où on n'est plus dans le combat, où on est peut-être dans une forme d'éducation. Donc voilà. Mais ce que cette personne fait, que je connais pas, personnellement, il faudrait le voir face à face. Hein. Il ne savait pas ce que c'était que l'aïkido. Il pratiquait un aïkido bizarroïde, faut le dire franchement. Je pense qu'il ne s'est jamais pris une droite dans la tête. Voilà. Il s'est jamais pris une simple droite. Ça se voit au visage. Quelqu'un qui a pris des coups. Quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose de difficile. Regardez les gens qui font de la boxe. Regardez les visages. Regardez les gens qui font du Muay Thai. Regardez les visages. Regardez les gars qui font de la lutte, du jiu-jitsu brésilien ou du judo. Ils sont déformés. Alors déjà, c'est bon à savoir. Hein. Comme ça, on sait tout de suite ce qu'ils pratiquent. Hein. Comme quoi que dans les arts martiaux classiques, ça se montre pas. Il faut jamais montrer qu'on pratique les arts martiaux. Hein. Dans une optique de guerre, dans une optique de combat, ça, c'est pas bon, ça. Si on veut parler, par exemple, des nettoyeurs, hein, dans les familles du crime organisé, ceux qui sont des tueurs professionnels, ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y a rien en eux. Par contre, il y a quelque chose qui se sent pour ceux qui arrivent à le sentir. Hein. Les gens qui ont du métier dans l'art de l'homicide, ça se voit pas, mais ça se sent. Et la plupart, quand on dit, mais quelquefois leurs femmes, leurs enfants, mais non, mais c'était un homme extraordinaire. Il était gentil, il se levait tous les matins, il faisait des pancakes pour les enfants. Ouais, en attendant, le soir, il coupait des têtes, il transformait les gens en sushi. Et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, ce gars-là, je ne le connais pas. Hein. Sûrement quelqu'un de très gentil. Il ne connaît pas ce que c'est que l'aïkido. Il n'a jamais pratiqué l'aïkido. Il a pratiqué un aïkido fantaisiste. Et du jour au lendemain, il tombe sur un gars qui fait du MMA et peut-être pas du meilleur niveau, et il s'en prend une. Et là, alors là, ça y est, il a la révélation. Tout l'aïkido, c'est nul. Bon, déjà, s'il veut appliquer ça dans d'autres styles, ça va être un peu méchant. Maintenant qu'il parle du Bujinkan ou qu'il parle du ninjutsu en général. Moi, personnellement, j'ai tellement eu l'habitude d'entendre ça et j'ai vu comment c'est, que ce soit en France ou ailleurs. Moi, personnellement, je rentre pas. Je ne discute pas avec ces gens. Je ne discute pas avec ça parce que d'abord, tu l'as bien souligné, Manuel, ils vont parler de choses sans tester, ils vont voir ça à une vidéo. C'est vrai que chez Hatsumi Sensei, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres choses qui peuvent paraître bizarres. Mais la caméra, c'est un film qui est pris lors d'un Taikai international avec les gens de ton école. Tu sais, on va dire ton troupeau. Mais donc, ton troupeau, tu sais comment le mener. Maintenant, on va voir la personne directement, parce que j'ai rencontré des gens de différents styles qui sont partis voir Hatsumi. J'étais là, j'ai fait la traduction. Moi-même, je rencontre des gens de différents styles. Et là, c'est une toute autre histoire. Donc, venir juger à partir d'un regard, mais vraiment fermé, d'avoir une vision petite. Oui, c'est ça, Hatsumi c'est ci, en ninjutsu c'est pas ça, en karaté c'est ci, oh c'est un menteur, oh il a fait ci, le style ne marche pas. Mais ça c'est parce qu'on a Internet et on est derrière un écran. Voilà, ça me fait sourire, c'est inutile. En plus, le gars, il a des nombres de vues parce qu'on est dans une génération où les gens font plus de Internet jutsu ou du Internet do plus que de la pratique. Et bon, voilà, c'est jouissif. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Ce genre de personne existait des jours et il faut qu'il fasse attention parce que le jour où il se prendra une vraie droite,
Je parle pas d'un gars qui fait du MMA, quelqu'un qui va frapper comme un fou, qui va casser sa main sur son visage. Quelqu'un qui mettra un coup de couteau, je lui souhaite pas ça, bien entendu, je souhaite ça à personne. À ce moment-là, et puis il a pas rencontré tout le monde. Je veux dire, c'est comme si je voulais juger tous les gens qui font du karaté Shotokan ou Shitoryu en disant que voilà, ils sont tous raides, ils sont tous cassés. Non, il y a des tendances, il y a des divergences, il y a des gens qui vont mélanger avec du tai chi. C'est comme si par exemple, voilà, quand on parle de Kempo, qui est notre style. Le terme Kempo, c'est ça. voilà. Alors, très bien. Vous êtes des pratiquants de Kempo. Ouais. Le Kempo, en chinois comme en japonais, ça veut dire la loi du point ou la méthodologie du point. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire déjà en français ou même en québécois? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est un terme générique. Quand je vous dis ninjutsu, c'est un terme générique qui veut dire technique, moyen, artifice. Jutsu, c'est ce que ça veut dire en japonais. C'est technique, moyen, artifice. Donc déjà, ça va loin. Et nin, shinobu, shinoba, c'est le endurer, persévérer, survivre, tenir caché, etc. Alors, c'est très général. Quand je vous dis kenjutsu, ça veut dire technique moyen d'utiliser le ken, qui est le sabre droit. C'est générique. Le fencing, c'est un kenjutsu. C'est générique. Quand je vous dis jujutsu, c'est générique. Ça veut rien dire. Ça veut dire que comme on peut pas expliquer la chose d'un point de vue structurel, schématique, on va le mettre dans un terme générique. Même quand on dit judo, c'est la voie de la souplesse. Mais dans la lutte gréco-romaine, il y a une forme de souplesse. Dans les luttes la lutte turque ou la lutte sénégalaise, vous avez aussi une forme de souplesse. Il faut connaître les leviers, etc., etc. Donc, on peut dire aussi que c'est des formes de judo. Bien entendu, c'est pas dans l'idée de Jigoro Kano, peut-être. Il faudrait regarder quelle est la définition que donne Jigoro Kano au judo ou au jujitsu. Donc, pareil pour le Kempo. Alors, on va dire le Kempo karaté. Même ça veut rien dire. Kempo, la loi du point, du karaté, soit de la main de Chine, soit de la technique de Chine, soit de la technique de la main vide. Qu'est-ce que ça veut dire, la technique de la main vide? Alors là, maintenant, il va falloir gratter philosophiquement, mais nous, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue efficace? Donc, il faut toujours faire attention à deux choses. Un, d'abord, c'est l'historicité des termes. D'où ils viennent, comment ils viennent, qui les a formulés, pourquoi et comment. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, quelle est l'intention derrière les mots. Et finalement, ne jamais oublier le contexte historique et le contexte actuel dans lequel on les pratique. Quand on a réuni ces trois choses, là, on parle de combat. Alors là, voilà, oui, si on parle de combat, mais il y a plusieurs types de combats. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas. Il peut dire ce qu'il veut sur le Bujinkan, moi personnellement. Maintenant, si demain il vient face à moi et qu'il veut me voir et qu'il veut me tester, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai toujours été ouvert. Ouais, viens, attaque comme tu veux, vas-y, pas de problème, vas-y. Pourquoi pas. Mais c'est inintéressant. Ouais, tout à fait. Ça se porte comment le ninjutsu dans le monde? Parce que c'est peut-être un hasard, là, mais sur le nombre d'épisodes qu'on a fait, on a quand même eu beaucoup de pratiquants de ninjutsu au Québec, dont certains que vous connaissez, là, Stéphane Meunier. Puis on non, mais Stéphane Meunier, c'est Stéphane qui nous a raconté une anecdote avec vous, d'ailleurs. Puis après ça, on a eu Bernard Grégoire. Je me demande c'est quoi? Stéphane, il nous a raconté votre rencontre. Puis la première fois qu'il avait été au dojo, qui était comme dans la forêt, puis il dit il faisait nuit, il pleuvait, c'était sombre, ça fait l'air d'un film. Ouais, c'est moi qui ai créé un peu le. En fait, je les ai fait passer par des chemins. C'est vrai que ça fait peur un petit peu. Hein. C'est vrai que ça fait peur. Il y a pas tout. Et encore, hein, Stéphane, ce qu'il a vu, c'est tranquille. Quand on a, bon, moi j'étais au Japon quand on a créé ce dojo, on a monté de toutes pièces avec Ishizuka Sensei et tout. Il y avait même pas de lampadaire. Il n'y avait rien. C'était au milieu de la forêt au Japon la nuit. Alors, c'est ça. C'était pas vraiment. Alors oui, c'était une forêt. Avant, c'était une forêt sur une décharge publique. À la base, il y avait une partie et donc il a fallu creuser des trous pour jeter tous les morceaux de verre qu'il y avait dedans. Donc, des fosses de 2 mètres. Il y en a 3 en tout, je me souviens, puisque c'est moi qui les ai creusés. J'avais 17 ans quand je l'ai fait. Voilà. Et pendant 2 mois, on a tout désherbé et on a monté la première petite pièce et le grand dojo. Voilà. Enfin, le grand dojo, c'est à peu près une vingtaine de tatamis, c'est pas très grand. Ça peut tenir 10, 15 personnes à l'aise, 20 personnes un peu serrées. Et autour, c'était une forêt. Il y a d'un côté une forêt de bambou et de l'autre côté une forêt d'arbres. C'était très calme.
Puis bon, maintenant, ça c'est un petit peu, bien sûr, comme partout, hein, ça se désherbe, ça se déboirise. Et voilà. Mais quand Stéphane était venu, il n'y avait pas grand monde qui allait dans ce dojo. Donc, je l'ai amené par les petites routes, parce que bon, et puis, j'avais pas que ça à faire, leur faire le grand chemin. Là, donc, je suis passé par les petites routes. Et c'est vrai que quand tu passes par les petites routes, il n'y a pas de lumière, c'est assez difficile. Et quand tu arrives, tu dis, c'est quoi ce truc-là? C'est la maison de Massacre à la tronçonneuse, tu sais, Shawshank, ou un truc comme ça. Non, mais attends, c'était ça. En plus, il faisait hyper froid, il pleuvait. Il vient, je fais alors, et là. Alors lui, il avait vu bien sûr le grand dojo à Tokyo, les cours où il y a Tsumi Sensei, blindé de monde. Et là, tout d'un coup, il arrive dans un machin. Waouh! Bon, je savais quel effet j'allais faire. Attention. Ça a fonctionné. C'est clair, ça l'a marqué beaucoup. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il était peut-être comme tous. Hein, on a des moments de, alors je veux pas dire de faiblesse, mais on a des moments où il y a une fenêtre qui s'ouvre dans notre vie, plusieurs fenêtres. Et certaines fenêtres sont peut-être plus importantes que d'autres, mais elles sont toutes liées les unes aux autres. Et à ce moment-là, il était à un moment de sa vie, un moment de la pratique, un moment de beaucoup de choses comme on rencontre tous dans nos styles respectifs, qui vont soit nous pousser à arrêter le style et commencer un autre style ou suivre un autre maître dans le même style. Voilà. Et à ce moment-là, alors bon, attention, ça je ne le savais pas ou quoi que ce soit. Hein, en fait, c'était parti d'une discussion. Moi, ni j'allais rien leur dire, j'allais rien leur montrer. Voilà toute l'histoire. Ils avaient été extrêmement gentils et j'avais été touché par leur gentillesse. Voilà comment ça s'est passé. Encore une fois, je répète, ils avaient été extrêmement gentils et j'avais été touché par la gentillesse. Toute l'histoire, c'était au deuxième voyage. Ils avaient rapporté un masque à Tsumi Sensei, un masque amérindien du musée de Montréal. Belle pièce. Et ils voulaient le donner à Tsumi Sensei et Stéphane. Donc, on s'était déjà rencontrés. Je peux écouter, si vous voulez le montrer, il n'y a pas de problème. Venez, moi, je vous ramène chez Tsumi Sensei. Je ferai la traduction pour vous. Stéphane, t'as bon, tu peux, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout, allez, venez, on y va. Tac, 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 on arrive, je fais Sensei, on y va, tac, on rentre, tac, tac, tac. C'est pas la première fois que je le fais, j'ai fait avec beaucoup de personnes, d'autres l'ont fait aussi avant moi, après. Et donc, ils viennent, ils font les machins, je fais Sensei, ils vous ont rapporté un super masque, alors je fais la traduction, c'est ça, hein. Peut-être que j'en ai rajouté un petit peu, on va aller savoir, mais je fais quand même, Sensei, c'est super sympa. Et Tsumi Sensei, il est comme ça, tac, il regarde les deux, et il a un super masque de Tengu, le genre de truc, allez, $2 000, $3 000. Hein. Il le prend comme ça de chez lui, il fait tenez, c'est pour vous. Voilà, c'est ça, Tsumi Sensei, ça. Ouais, et alors là, Stéphane, les yeux qui sortent, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il y avait Stéphane, Rui et José, ils étaient trois. Hein, je peux pas le. Ouais. Et donc, alors il lui offre, ils osent pas le prendre. Je fais bon, allez, c'est bon, les garçons, allez, hop, vous le prenez, vous partez. Et ils partent. Moi, je leur dis merci, au revoir. Mission accomplie, ça y est, c'est fini. Pour moi, j'allais plus jamais les revoir. C'était pas la première fois. Moi, aider, c'est normal, mais j'attends rien en retour. Ça a toujours été comme ça. Donc, ils partent. Et moi, je reste chez Tsumi Sensei. Bon, je reste parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à apprendre, etc. Et c'est ce moment-là que j'attends avec impatience, en silence. Et donc, il se trouve que bon, je reste 1 heure ou 2 heures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand je sors, il pleut. Je vois nos 3 amis de Montréal, nos 3 Québécois, en train d'attendre dehors. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Mais ils flottent. Il fait bon, on t'attendait, Kassem. Je fais putain, vous avez 2 heures. Non, mais c'est pour te remercier et tout. Viens, on t'invite à manger. Bon, ça tombait bien, j'avais faim. Je rigole. Et je dis quand même, les gars, vous attendez 2 heures pour me remercier. Mais non, moi, c'était sympa. Et puis, alors, on va manger. Là, il y a une petite discussion on commence à parler de technique. Moi, je parle rien encore. Et je dis, vous avez jamais rencontré Shizuka Sensei? Il me fait, ouais, mais apparemment, on peut pas pratiquer avec lui. Je fais, ah bon? Ah ouais? D'accord. Moi, je peux. Venez demain à telle heure là. Et voilà. Voilà comment ça s'est passé. Wow. Et après, cette fois au dojo, j'avais encore rien fait. J'ai dit, vous voulez pratiquer quelque chose? Ok, voilà. Demain, donc le surlendemain, venez à telle heure, on ira là avec les sabres et le bâton dans un petit bois. Ça a été filmé d'ailleurs. Stéphane en a gardé le truc. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Je crois, ça c'était en 2002. Voilà, en 2002. Et en 2003, oui, 2002 d'abord. C'est en 2002. Ouais, 2002-2003. C'est là, pour la première fois, que je viens dans votre très beau pays, à Montréal. Et que je fais mon premier séminaire. Depuis, j'ai dû venir, je crois, une 40aine de fois. Ça fait 18 ans que je viens à Montréal. 18 ans. Voilà. Cool. Vous 18 ans et
Ah, non, alors, c'est pas que j'aime, je suis tombé amoureux. Il n'y a pas un Français qui n'aime pas Montréal. C'est le meilleur de la France et le meilleur des États-Unis, avec quelque chose de plus qu'il n'y a que vous qui avez. Et attention, alors bien sûr, il y a partout il y a du bon et du mauvais. Et Montréal aussi, le Canada aussi évolue, change. Ils ont leurs problèmes, les problèmes avec l'immigration, etc. Mais vous êtes encore très loin de ce qui se passe en France. En ce qui me concerne, moi, quand je suis arrivé la première fois à Montréal, je me suis dit, mais c'est la petite maison dans la prairie ici. Où est Charline Gall? Ils sont tous sympas. Et la gentillesse, moi, j'ai tout de suite été séduit. Je le dis tout de suite, séduit, mais vraiment séduit profondément. Et puis j'ai lié, bien entendu, avec Stéphane, avec ses élèves. Et parmi ses élèves, il y a certains qui sont devenus mes élèves. Il y a des gens comme Joël, il y a des gens comme Marc-André, et j'en passe encore. Il y a aussi, il m'a présenté beaucoup de personnes. Il y a Martin. J'ai pu rencontrer des gens hautement placés dans la hiérarchie canadienne de certaines choses. Malheureusement, je peux pas le dire pour éviter de leur poser problème ou quoi que ce soit. Puis, j'ai rencontré des élèves d'autres professeurs avec qui ça allait mal, qui sont venus me voir, et voilà. Donc, voilà un peu comment l'histoire d'amour avec Stéphane et le Canada s'est faite. Ben, en tout cas, parce que à mes yeux, je sais pas, Jérémy, si tu avais cette impression-là, mais je me disais, crème, il y en a beaucoup, là, quand même, de pratiquants avancés de ninjutsu au Québec, parce qu'on en a, tu sais, en peu de temps, on en a trouvé quand même plusieurs. Puis, alors, avancé, alors, vous êtes très gentil, hein. Je vais être un peu plus direct. Pratiquant, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui est pratiquant, c'est quelqu'un qui met en pratique sa pratique. Et je pense que ça vous parle tout de suite, ce que je vous ai dit. Dans le mot practice, il y a le sens de practical. Et si ce que vous faites, c'est pas practical, ça veut dire que ça marche pas, que ça fonctionne pas, que ça répond pas aux besoins d'aujourd'hui, peu importe le style en face. Et ça, c'est l'une des conditions sine qua non du ninjutsu. Ce que vous faites, c'est pas du ninjutsu, c'est de la danse en pyjama noir. Voilà. Ou c'est un truc qui marche qu'avec vos élèves. Donc, je vais pas porter un jugement de valeur. Tous vont chez Atsumi. Oui, il y a beaucoup de pratiquants dans tout le Canada. J'ai donné des cours à Vancouver, plus Montréal, parce que c'est là, on va dire, où je me sens mieux. Mais entre-temps, j'ai fait Vancouver, j'ai fait aussi Toronto. Donc, je l'ai fait souvent. Mais j'ai rencontré la plupart des gradés. Quand je vivais au Japon, j'ai vu tous les gradés, tous ceux qui ont des grades, et tous ceux qui ont acheté les grades, tous ceux qui ont eu le grade parce qu'ils viennent. Atsumi Sensei, il donne les grades comme ça, s'en fout. Tiens, prends les grades. Tiens, vas-y, tiens, prends. Parce que le grade, c'est une histoire entre l'élève et le papier, l'élève et sa pratique. Quand le maître donne, c'est pas sa responsabilité. La responsabilité, c'est celui qui prend le grade, pas celui qui donne. Celui qui donne, il doit être bon. Le maître, il se doit d'être bon. Le maître, il se doit d'enseigner par l'exemplarité. L'élève, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si en plus l'élève il rentre chez lui, donc il est, je sais pas moi, au fin fond du Québec, au fin fond de Montréal, il a son dojo, il a quelques élèves qui se posent pas trop de questions, qu'il a gradé et qu'il est bon avec ses élèves, mais qu'il n'est même pas capable de refaire les mêmes techniques devant quelqu'un qui fait de la boxe. De la boxe. On ne tue pas les gens avec de la boxe, on ne tue pas les gens avec le MMA. On peut aller disloquer un bras, faire un étranglement, mais si vous tapez, il va lâcher parce qu'il a l'habitude de, dès qu'il y a quelqu'un qui tape, on lâche, d'accord? On tue pas des gens avec la boxe, le judo, bon, le karaté, ça dépend quel style est encore. C'est pas fait pour tuer des gens. Il y a un côté self-défense dedans qui peut faire très mal, mais c'est pas fait pour tuer des gens. C'est pas des arts militaires, à la base, historiquement. Donc, quand vous voyez ces gens-là d'abord, en plus, qui montent leur grade. Moi, une personne qui me dit, moi, je suis tel grade, je suis tel ci, déjà, je regarde pas ça, je regarde la personne. Moi, c'est le nom de la personne, c'est ce qu'il fait, son grade. Donc, est-ce que ce sont des pratiquants? J'en sais rien. Quand je les vois bouger, moi, personnellement, ça me parle pas. Ça parle pas à mon cœur et je sais que s'ils sont devant vraiment quelqu'un qui est sérieux dans la boxe, sérieux dans le judo, sérieux dans le kempo, c'est mort. C'est pas possible. Mais il y a beaucoup de pratiquants au Canada, à Québec, comme aux États-Unis, une grande partie de tous les pratiquants du Canada, si ce n'est pas pour dire toutes, ont appris à partir des États-Unis. Ils sont tous allés soit chez Stephen Hayes et ses élèves. Ils sont tous comme ça, avant d'aller au Japon. Donc, il y a une sorte de, un peu, on va dire, de lien vassalique. Tu passes par moi pour aller là-bas. Et après, quand ils se disent tous élèves d'Atsumi, mais bon, élèves d'Atsumi, faut arrêter de fumer, hein. Même si je sais que maintenant, c'est légal de fumer au Canada, parce que quand il y a eu la légalisation, faut quand même arrêter de fumer, ou arrêter de se la mettre dans le bras ou se la mettre en intraveineuse. Non, faut arrêter.
Alors oui, j'ai rencontré beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, mais celui avec qui j'ai une relation privilégiée et avec qui il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est Stéphane Meunier, ses élèves et d'autres élèves comme Joël Boucher, etc., donc qui est le sociétaire de Jucado, que vous devez connaître, la grande... c'est les seuls avec qui il y a, on va dire, une relation profonde, des messages, une pratique. Les autres, en général, c'est bonjour, comment ça va? Bien, bien, tout va bien, bien, ça va, bien, bien. Voilà. Ça reste courtois, mais voilà, quoi. Je n'ai aucune. Je regarde pas ce qu'ils font. C'est un peu différent. On n'est pas dans le même monde. On est peut-être dans la même tour, mais on n'a pas la même vision. On n'a pas la même chose. Qu'est-ce qui fait, vous pensez, que les arts martiaux sont aussi... que certains arts martiaux sont aussi divisés? Parce que, par exemple, le judo, bon, qui est plus un sport, là, qui n'est pas un art martial, selon ce que vous disiez tantôt, hein. Mais, tu sais, le judo, eux, ont réussi à garder un front unifié, puis le karaté, non. L'aïkido, non. Le ninjutsu, non plus, apparemment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à au moins s'entendre sur se dire écoutez, on sait qu'on est tous différents, mais travaillons dans le même sens. C'est pourquoi il y a autant de divisions maintenant. Ouais. Alors, bon, d'abord, j'aime beaucoup ce que tu dis. Hein. Je vais vous tutoyer si ça vous dérange pas, et j'aimerais que vous tu me tutoyez. Parce que si vous me voyez, je vais être obligé de vous voyez. Donc, et je respecte le réflexe. Alors, oui, tout à fait. Pourquoi ne travaillons pas nous ensemble? C'est une belle phrase. Le vivre ensemble, le partager, le don, etc., etc. C'est pas facile. Non. On est des êtres humains. On est plein de contradictions. Et les styles sont différents. Tu évoquais le judo. Bon, le judo, ce n'est pas un art martial. Non, il n'y a rien dans le judo. Il n'y a rien dans le judo. Par exemple, on dit que le judo, il est dit que c'est une modification. Enfin, c'est un nouveau jujitsu. Hein. Quand on regarde historiquement, Kano Sensei pratique 2 écoles sur le tard, pas très longtemps, le Kito-ryu et le Tenshin Shinryu. Et à partir de là, au moment où il est déjà dans une école, il a déjà en tête de faire sa propre école. Ce qui fait qu'il n'est pas là pour être un disciple, il n'est pas là pour suivre un maître, il est là pour créer sa propre école. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est quelque chose qui va le mettre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Hein. C'est différent. C'est un autre monde. Et Kano, lui, certes, pratique les arts martiaux, mais ne pratique pas comme un Funakoshi en ce qui va s'appeler Shotokan, et encore moins comme un Ueshiba ou un Takeda Sokaku, un Daitoryu Aiki Jujitsu, ou des maîtres comme Kenoama Buni, et j'en passe. Hein. C'est pas le même niveau. Techniquement, il est très loin, Kano. Il est très, très loin. Ça se voit simplement quand il y a des vieux films où on le voit démontrer les principes du jujitsu judo. On voit qu'il n'a pas compris, il a cerné quelque chose, mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a pratiqué pour de vrai dans le combat. C'est pas quelqu'un qui était... il aimait les arts martiaux, mais pas comme un Funakoshi. Et d'un autre côté, c'est pas ce qui l'intéressait. Et le discours, c'est un éducateur de très haut vol, Kano. Un intellectuel, d'abord intellectuel, et en plus qui va cumuler les postes dans la haute fonction publique. Hein, c'est pas rien. Et il parlait très bien l'anglais. Et vous savez qui est-ce qui lui ressemble et qui est né à peu près à la même époque et qui va avoir le même parcours? C'est un fameux Inazo Nitobe, je ne sais pas si ça vous parle, celui qui va écrire un fameux book qui s'appelle Bushido, The Soul of Japan. Et qui non seulement parlait il parlait très bien l'anglais. Il s'est marié avec une Quaker de Pennsylvanie. Il était chrétien. Et vous savez où il est mort? Au Canada. Au Canada? Au Canada. Eh oui, au Canada. C'est là où il a fini sa vie. Donc, vous voyez, et c'est à peu près le même parcours d'un point de vue connaissance. Très intelligent, cumuler les hautes fonctions dans la politique. Ils sont aussi philosophes, ils sont aussi professeurs, etc., etc. Sauf que Inazo Nitobe, lui avait un doctorat en je crois, c'était quoi? Agronomie, je crois. Enfin, tout ça pour vous dire, quand on regarde le judo, c'est pas, il n'y a pas le principe de Ishisoden, c'est-à-dire la transmission d'un maître à un disciple. Il n'y a pas tout ce qui est Ishindenshi, il n'y a pas tous ces trucs-là qui vont former une sorte de relation père, fils, disciple. Tu fais une connerie, je te fume.
Hein, il y a quelque chose, ça n'existe pas. On est dans l'ordre de la transmission, on est dans l'ordre de l'enseignement de masse. Et quand c'est dans l'enseignement de masse, on ne peut pas enseigner beaucoup de techniques. Il faut que ce soit limité, il faut des règles. Et puis, on rentre dans un système éducatif. L'éducation physique, le terme en japonais, tai-iku, qui veut dire donc karada o sodateru. Donc, la traduction, c'est éducation physique. C'est Kano, c'est Jigoro Kano qui va le créer. Il n'y avait pas d'éducation physique avant au Japon. Alors que déjà en Europe, on en parlait dès le début du XVIIIe siècle, on avait de la gymnastique, on avait tout ça, etc. Hein, donc, première chose. Donc, travailler ensemble, penser que dans la fédération du judo, tout le monde travaille ensemble, penser que dans les fédérations, tout le monde va ensemble, j'y crois pas trop. Hein. Il y a une uniformisation, comme en karaté, c'est très uniforme. Vous avez plusieurs styles, mais c'est uniforme. Un Oitsuki, un Gyakutsuki, c'est quasiment la même chose à droite à gauche. Ce qui va changer, ce sont on va dire, des petites sensibilités selon les styles, que ce soit le Uechi-ryu, le Goju-ryu, le Kyokushinkai, etc. Mais même dans ces familles-là, il y a des dissensions. Alors, il y a ceux qui veulent travailler ensemble, ceux qui ne sont pas d'accord, il y a toujours des petites crises d'ego, etc., etc. Maintenant, quand on parle du ninjutsu, il faut faire bien attention. Il y a un soke, c'est Hatsumi. Il donne des grades à qui il veut. Pas de problème. Ce qui fait parler, ce qui doit parler, ce qui doit faire référence, c'est la manière dont vous bougez, la qualité de votre mouvement, la nature de votre cœur et la visée, la vision de ce que vous faites. Si elle est en relation avec le maître, avec la pratique et avec quelque chose qui vous dépasse, c'est ce qu'on appelle la transmission. Donc quelque chose qui dépasse, une mission qui vous dépasse. Dans le Bujinkan, 95%, pour ne pas dire 100%, c'est « il m'a donné un grade, c'est moi le meilleur. Regardez ce que je fais. » Voilà. Non, eux, ils font ça, moi, c'est mieux. Et c'est un peu comme ça dans tous les styles. Et pourquoi les gens ne travaillent pas ensemble? Parce que d'abord, ils sont différents, en première chose, très différents. Et chacun a des visions différentes de l'art. Chacun va vouloir adapter l'art à sa manière. Mais vous avez ça aussi en Aikido, vous avez ça partout. Et je pense que c'est ça là qui fait la richesse. Parce qu'il faut que ça soit le chaos. Il faut bien comprendre une chose. Les arts martiaux classiques, je ne parle pas du karaté, je ne parle pas du judo, je ne parle pas de l'aïkido. Je parle des arts martiaux classiques comme le ninjutsu, comme les écoles de sabre, sont nés dans le chaos du combat. Il faut du chaos pour voir qui est capable de pacifier. Ce sont des gens qui ne travaillent pas dans le confort. L'art martial, à la base, c'est pas confortable. C'est pour faire face à tout ce qui est inconfortable. C'est fait pour faire face aux difficultés. Et dès qu'on est assis dans sa zone de confort, qu'on a son petit dojo, sa petite cour, ses grades, c'est mort. Et le nombre de recommandations de maîtres pendant la période d'Edo, à la fin de la période d'Edo, aux disciples, attention à l'enseignement, attention à trop enseigner, attention à s'oublier. Parce que quand on enseigne, on oublie de pratiquer. Hein? Et puis, il y a aussi le syndrome du professeur. Souvent, on veut devenir professeur pour le titre. Alors qu'en fait, un vrai professeur, qu'est-ce que c'est qu'un vrai maître? Qu'est-ce que c'est un professeur? C'est quelqu'un qui s'oublie dans la pratique pour les autres. C'est quelqu'un qui aide les autres et qui ne demande rien en retour. C'est quelqu'un qui cherche à ce que l'élève devienne meilleur que lui. Ben ça, vous m'excuserez. Moi, déjà dans le Bujinkan, je ne vois pas beaucoup. Pour ne pas dire pas du tout. C'est ouais, very good, very nice. Tiens, pour le gras. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien ce que tu fais. J'aime bien ta manière de faire. Oui, c'est aussi une autre manière. Ah oui, très bien. Très bonne expression. Express yourself. Madonna chantait très bien ça aussi. Et moi, personnellement, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, je suis d'accord pour que chacun fasse ce qui lui plaît. Et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on verra qui est la rose et qui est le fumier. En espérant d'être clair un petit peu. Voilà. Oui, c'est super clair. Visuel, c'est vraiment clair. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'à la fin de la journée, c'est comment tu bouges. Parce que si tu pratiques puis tu t'enseignes, on va le voir quand tu vas le faire. C'est comme... Tu as tout à raison, tout à fait. Et pour aller encore plus loin, Jérémy, c'est en plus que tu bouges, c'est ce que tu jettes. Qu'est-ce que t'es, hein? Parce que tu peux faire des belles choses, mais tu peux être pas efficace dans la vie. Hein, tu peux être un champion du monde, mais pas un champion de la vie. De toute façon, il n'y a pas de champion dans la vie. Hein? La pratique, c'est quelque chose de tous les jours. C'est pas facile, c'est une guerre. Il y a quelque chose que vous avez que tu as dit en fait dans l'entrevue avec Marvin qui m'a vraiment touché parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent puis que tu sais, il y a comme une fausse idée qu'un grade dans les arts martiaux, ça veut dire que oui, c'est l'expérience, oui, c'est les années, puis techniquement, c'est parce que tu as continué de progresser, ou du moins de continuer d'enseigner.
mais ça vient pas avec une garantie que tu es un bon être humain. Donc, c'est à l'élève de démêler le vrai du faux, malheureusement, mais c'est ça. En côtoyant la personne, tu vois ses qualités humaines. Non seulement tu as tout à fait raison, il faut savoir que autant le maître doit être patient avec le disciple ou l'élève, mais aussi le disciple doit être patient avec le maître. Autant le maître doit mettre tout en œuvre pour que le disciple ou l'élève réussisse, mais autant l'élève, le disciple doit questionner le maître, doit regarder le maître, doit faire preuve d'intelligence. Toutes les pratiques, quelles qu'elles soient sportives ou martiales, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, sont en général, si elles sont bien faites, si elles ont une structure, si elles ont un sens et donnent du sens, donc une orientation, elles sont toujours basées sur une forme d'intelligence. J'aime à croire que tout style, même le plus con, a été pensé au moins un minimum. C'est-à-dire, pas simplement je veux devenir le meilleur mais je vais créer une structure où on va pouvoir se rencontrer en groupe, prendre plaisir, pratiquer quelque chose dans l'effort, avoir une forme d'éducation et peut-être créer des individus, des citoyens qui seront une valeur positive ajoutée à la société, à la vie, à leur famille. Donc, il y a une forme d'intelligence derrière. Il y a une forme d'intelligence. Et de ce point de vue-là, Jigoro Kano, ce qu'il a fait, c'est très intelligent. Voilà. Pareil pour Ueshiba, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est plutôt son fils. C'est lui qui est plutôt derrière, on va dire, le côté structurel. Mais bon, il y a toujours, il faut pas oublier, il y a un côté oseille, argent, business, la fraîche, la thune, tout ça. Toujours. La caillasse, il y a toujours ça. Les sous. Voilà. Donc, ça, c'est très important à avoir en tête parce qu'il y a toujours eu un monopole dans les arts martiaux. Alors, il y a ceux qui sont très bons et l'argent vient à eux. Et il y a ceux qui ne sont pas bons mais qui veulent de l'argent en utilisant un simulacre de techniques mélangées, saupoudrées de mysticisme. Je pratique tel art occulte, je connais tel maître, je vais t'introduire, etc. Écarte les jambes, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il y a encore pire aujourd'hui. En tout cas, ici, là, c'est des gens qui font juste n'importe quoi, mettre karaté, puis let's go. C'est comme, ils essayent même plus de vendre. C'est juste, le monde, c'est la facilité. Ceinture noire en 1 an ou 2. Puis c'est parfait. Et ils font des milliers d'élèves, puis peu importe le style, peu importe c'est fou. C'est juste que c'est facile. Puis le monde sont comme, ça doit être bon. C'est facile. Il y a plein d'élèves, là. Mais Jérémy, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme Internet. C'est comme Internet. Aujourd'hui, un cliquement de doigt, tu as toutes les informations. Tu as Wikipédia, tu as accès à toutes les universités, tu as accès à toutes les librairies du monde. Et encore plus. Et un nombre incalculable de films, de vieux films. Ça ne veut pas dire que tu vas bouger mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire… Comme il y a une facilité d'accès, il y a une méconnaissance et donc une ingratitude face au savoir. Comme la reconnaissance à l'argent. Tout à fait. Quand tu sais pas c'est quoi avoir des sous, là c'est facile d'apprendre de quoi, fait que tu l'apprends pas. La pratique, c'est pas facile. Les arts martiaux, à la base, c'est pas facile. Bien faire quelque chose, c'est difficile. Mais oui. Bien entendu. Et des maîtres le disaient, ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est d'être simple. C'est de faire les choses simples, de faire les choses ordinaires. D'arriver à ne plus être un pratiquant, c'est-à-dire ne plus montrer qu'on pratique, ne plus mettre en scène sa pratique. Dès que quelqu'un met en scène sa pratique, c'est comme s'il faisait un film de sa pratique. Et quand on les voit bouger, on se dit, mais au secours. Déjà physiquement, il y a quelque chose quand quelqu'un pratique. Il y a une forme de santé, il y a une forme de bienveillance, il y a un cœur, il vous englobe. Quand il rentre dans une salle, la salle l'aime, l'atmosphère l'envie. Et tant qu'il n'y a pas ça, ça se crée pas, ça se construit pas, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qui se développe. C'est quelque chose dans le cœur. C'est pour ça qu'à la fin, la plupart des maîtres le disent, c'est une question de cœur. Est-ce qu'il a un bon cœur ou est-ce qu'il a de la chance Juste pour rebondir sur une petite chose vraiment importante à propos des grades. Je respecte le système des grades en général jusqu'au 4e dan, mais le grade n'est pas la référence de la pratique. Pourquoi ? Parce que si on accepte le fait que nous sommes des produits de notre environnement, nous sommes voués à une forme d'évolution jusqu'à la mort. D'accord ? Et nous allons apprendre. Si nous nous fermons pas, ne nous limitons pas dans la connaissance, dans la pratique, dans l'étude et dans le développement, il y aura toujours une évolution. Ce qui fait que le grade d'hier ne sera pas le grade d'aujourd'hui.
On a fait une erreur, demain on apprend, on refait une erreur et on apprend, on apprend. Donc, je pense que le grade ne reflète pas. Et il faut savoir que dans les arts martiaux classiques, en général, c'était le nombre de têtes sur le champ de bataille, c'est ce qu'il disait. Mais en plus de ça, on donnait toujours un grade, on disait une attestation de transmission ou le titre de soké, bien avant que le disciple ait le niveau. Pourquoi ? Parce qu'il se pouvait que le maître allait mourir, alors on lui donnait avant pour qu'il se développe, pour qu'il pousse. C'est un peu le bâton et la carotte. On le donne avant. Il y a plusieurs manières aussi où on va donner un grade à une personne parce qu'il est là depuis très longtemps, parce qu'il aide, parce qu'il est gentil, parce qu'il ramène les pizzas, parce qu'il n'y en a pas un comme lui pour trouver les bonnes pizzas. Il est là, il connaît les longues techniques, il aide les jeunes, etc. Donc, on lui donne un grade pour ce qu'on appelle service rendu. Ça ne veut pas dire qu'il connaît les techniques, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Le problème, c'est que quand lui va avoir le grade, il va péter un câble, il va croire, je suis bon, je suis arrivé, je vais créer ma propre école. Et c'est au maître, en général, de remettre les choses en place. Mais le problème, c'est que dans les arts martiaux classiques, historiquement, on s'adresse à des adultes. On s'adresse à des gens qui ont déjà eu l'expérience du champ de bataille, qui ont déjà été trahis, qui connaissent tout ça. Donc, on n'a pas besoin de dire « mets ta main là, fais comme ceci, attention à ça ». On n'est pas dans l'éducation. On est déjà avec des gens qui ont déjà quelque chose et qui savent reconnaître le diamant d'un savoir, n'est-ce pas ? Là, maintenant, quand on enseigne à quelqu'un qui vient à ton cours, qui n'a jamais rien pratiqué, c'est très difficile. Quelqu'un qui vient, par exemple, d'une autre vision, d'une autre éducation, c'est plus compliqué. Donc, tu dois faire preuve d'une ouverture, d'une acceptation et souvent d'une résignation, mais sans mesure. À l'époque, le maître, il va aller, tiens, ça marche pas, allez, salut, au revoir, je te veux pas. Ou je te tue. Et de toute façon, il n'y a pas de problème à l'époque. Tu pouvais prendre la tête, couper. C'était un jour comme un autre. Ouais, puis j'ai une question. Je ne sais pas si oui, je t'en prie, Manu. Tu vas être à l'aise d'y répondre, mais... Non, vas-y. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Merveilleux. Moi, à l'aise. À date, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de filtres, fait que c'est parfait. Mais quand tu es bien renseigné... Oui, non, c'est ça. Mais ma question, en fait, c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent avec des gens d'ici, en fait, qui ont développé des liens très proches avec des gens en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon ou ailleurs. Ou même, on en a parlé avec Léo Tamaki, qui lui est carrément biculturel, moitié français, moitié japonais. Moi, je connais très bien Léo, c'est quelqu'un de vraiment un homme de très grande qualité. Ah, absolument. Puis, en fait, c'est une question qu'on pose souvent parce que d'un point de vue de gens qui vivent en Occident, il y a comme un genre de, je sais pas, pas un complexe, mais un peu un genre de dire dans les arts martiaux. Il y a un complexe. Ouais, un genre de flottement là, que de dire, ah oui, mais si ton truc, tu l'as développé, tu sais, si t'es un occidental puis tu as développé ton propre style, par exemple, ou ta propre école, ben, t'es pas légitime parce que dans le fond, t'es pas japonais ou t'es pas chinois ou tu sais. Puis en tant que personne qui est née en France puis qui est arrivé au Japon plus tard, qui a eu l'occasion quand même de voir les deux côtés de la médaille, c'est quoi ta perception de ça? Est-ce que tu penses que tu sais, je veux dire, aujourd'hui, en 2020, là, tu sais, Léo, ce qu'il disait, lui, c'était carrément, tu sais, pour un jeune japonais aujourd'hui, certains arts martiaux, c'est un peu comme l'escrime pour un jeune français. C'est un truc culturel, ancestral, qui ne les touche pas vraiment. Puis il y a certains arts martiaux qui sont ou pratiques martiales qui sont encore très populaires au Japon, mais il dit pas toutes. Puis dans le sens que ça se peut que dans certains domaines aujourd'hui, certaines écoles aujourd'hui soient continuées et perdurent dans le temps à cause que d'autres gens dans le monde ont pris la relève. Est-ce que ça, c'est quelque chose de est-ce que ces gens-là, tu leur accordes une crédibilité puis tu sais, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Nous, on est issus de gens comme ça. À la limite, on vient du Kenpo. Donc, le Kenpo, ça vient d'Américains qui l'ont enseigné éventuellement à notre professeur, mais ces gens-là l'avaient reçu d'Okinawaïens ou de gens de descendance okinawaïenne qui étaient à Hawaï aussi. Donc, ultimement, ça vient des mêmes racines. C'est le style de Mitose. Hein. Ouais. C'est le style de Mitose Sensei, si je me trompe, hein, d'accord. Hein, et qui a créé aussi le Kaju Kempo aussi. Hein. Il y a le Kaju Kempo qui en sort aussi, si je crois. Ben, nous, notre professeur a été formé avec Nicolas. Nick Sorio Kempo. Nicolas. Nick Sorio Kempo. Mais éventuellement, oui, tu sais, avec Mitose et les autres. Là. Donc, ultimement, je voulais t'entendre là-dessus parce que je pense que tu es bien placé pour en parler, étant un peu entre les deux.
Alors, bien placé pour en parler, je sais pas, mais bon, d'un point de vue chercheur, d'un point de vue universitaire, oui, j'ai vécu au Japon, je continue à faire des allers-retours au Japon et je vais y retourner très prochainement. J'ai rencontré beaucoup, et donc on va le dire tout de suite, la pratique des arts martiaux au Japon, elle se meurt. Alors, la Chine, ça sera pareil, mais déjà, je vais parler du Japon. Il faut savoir que d'un point de vue quantitatif, les Européens, les Américains, on va dire les Occidentaux, et à ça j'ajoute, je mets les Africains, parce que le continent africain, quand ça va se commencer, ça va être encore… Et en plus, l'Amérique du Sud. C'est énorme en Amérique du Sud. C'est énorme. Il faut savoir que la quantité d'étrangers, à savoir nous, occidentaux, d'accord, qui vont faire le chemin pour aller au Japon, apprendre une culture, étudier, mettre de l'argent, faire des sacrifices, 95% des Japonais qui pratiquent les arts martiaux ne le font pas, ça. Entendez bien ce que je dis. Ce que vous faites, ce que beaucoup font, ce que la plupart des pratiquants du Québec, même du Bujinkan, le fait de prendre du temps dans sa famille, l'argent pour aller, alors peu importe le niveau, je ne vais pas parler du niveau, là je parle de quantité, je ne parle pas de qualitatif. C'est incroyable, les Japonais ne font pas ça, même les Chinois ne font pas ça. Alors vous avez des Japonais qui vont aller voir des maîtres, mais bon, ils sont Japonais, ils parlent la langue, ils habitent pas trop loin, ils vont voir le maître une fois. C'est comme si tu habitais au Vatican et que c'est à côté, tu habites à la Mecque, c'est à côté, ou tu habites à Jérusalem. C'est comme nous à Montréal, dire je vais aller m'entraîner au même gym que GSP, c'est accessible que Georges Saint-Pierre. Je peux facilement y aller. Mais est-ce que tu connais Georges Saint-Pierre? Est-ce que tu pratiques avec lui? Est-ce que tu es son partenaire? Est-ce que tu es avec lui que tu fais les trucs? Est-ce qu'il te prend avec lui? Est-ce qu'il t'apprend? Est-ce qu'il te prend sous ton aile? Puis après, est-ce qu'il te pousse pour être dans on va dire, le protégé de GSP dans le prochain Ultimate Fighting ou être son digne héritier? Tu vois? Donc, il faudrait que tu parles comme lui, que tu aies un peu d'accent, tu vois, un peu ce genre de choses. Mais honnêtement, les arts martiaux au Japon se meurent. Sauf tout ce qui est judo, karaté, kendo, aikido et encore. Parce que c'est dans le domaine de l'éducation physique. Et comme ils sont dans le domaine de l'éducation physique, ils ont déjà, on va dire, entre parenthèses, des relations avec les écoles, les universités. Dans toutes les écoles, dans toutes les universités, vous avez ce qu'on appelle des katsudo. Or, katsudobu, ce sont donc tout ce qui est les groupes extrascolaires où vous allez apprendre, alors soit le violon, soit et bien sûr le judo, ou le karaté, ou le kendo, etc., etc. Donc ça déjà, c'est tellement culturel. Voilà, c'est tellement présent dans l'école que c'est de l'éducation. Alors, la plupart vont faire un peu de judo, de karaté, de kendo, mais pas toujours. Pas toujours. Ils préfèrent faire du foot maintenant, du baseball. C'est plus sympa, c'est plus cool. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on s'intéresse aux arts martiaux et eux s'intéressent à ce qu'on aime, le baseball, le football, le basketball, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, dans les écoles classiques, alors on va rentrer vraiment dans les écoles classiques, elles se meurent tellement qu'ils n'ont pas beaucoup d'élèves, mais ils ont des étrangers. Parmi les étrangers, alors il y a la quantité, mais même ce qu'on fait, c'est de la qualité. Et ça, c'est pas facile. Il faut être capable d'être le pont entre deux rives. Et ça, c'est pas simple, ça. Parce que celui qui est le pont, celui qui crée le pont entre les deux rives, il n'est pas compris de la rive A, il n'est pas compris de la rive B. Mais il comprend les deux rives. Et il arrive à les relier. Eh oui, et lui, il est au milieu. Les gens de la rive A le voilà, les gens de la rive B le voilà. Et il dit, ce gars, il est spécial, il n'est pas comme nous. Il nous comprend, mais nous, on ne le comprend pas. Et c'est ça qui n'est pas simple. Vous savez, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux soke, donc des successeurs d'école, qui sont étrangers. On en compte 2 ou 3. Notamment dans le Hokushin Itoryu, qui est un Allemand. Alors, il a vécu au Japon, il parle le japonais, parle comme un japonais, fait comme un japonais, etc. Et il est retourné en Allemagne, où il a ouvert un très beau dojo, pas de problème. La qualité semble être là, si on regarde la qualité dans ce cadre précis. Les autres écoles, c'est pareil. Oui, les arts martiaux, pour survivre, ils ont besoin des étrangers. Là, c'est indéniable, parce que c'est la relève. C'est la relève. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger, un gaijin? Ça veut dire la personne de l'extérieur en japonais, pareil en chinois, n'est-ce pas? Et donc, à l'époque, un gaijin, au Japon, c'était quelqu'un d'une autre province. C'était quelqu'un d'une autre province. C'était dans le même Japon, quelqu'un qui venait du Nord, et ben voilà, c'est un étranger. Voilà. C'est pas un étranger. De la même voilà, parce que c'est un étranger. Et en général, c'est pour ça qu'on parle vous l'avez aussi dans le Kempo, ce qu'on appelle les Uchi Deishi et les Soto Deishi, donc les élèves de l'intérieur, on dit les élèves privés, et les élèves de l'extérieur. Et on a souvent besoin des élèves de l'extérieur. Pourquoi? D'abord, pour que le message puisse s'étendre, puisse s'émettre, puisse être répandu, parce que c'est en ouvrant l'école qu'on va
avoir de nouveaux élèves. Et en ayant des nouveaux élèves, c'est là qu'on va trouver la perle rare, celui qui va succéder, celui qui va être bon. Mais ça, faut du temps, beaucoup de patience, beaucoup de choses. Donc oui, tout à fait d'accord avec toi, Manuel. La quantité, la volonté, l'envie se trouve chez les Occidentaux et Léo a tout à fait raison. A tout à fait raison. Il a vu, il a senti, puis il a invité pas mal de maîtres, il fait les master tours, etc. Il le voit. Moi, je l'ai vu d'une autre manière en étant dans un autre tissu, mais par contre, les arts martiaux se meurent. Et les Japonais qui le pratiquent aujourd'hui, ils s'en foutent complètement. Ils le pratiquent un peu comme on pratique du golf. Et dès qu'ils ont affaire à un étranger qui physiquement, en général, est déjà supérieur et pour beaucoup de choses, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut savoir que tous les combats qu'on nous parle, la plupart des maîtres, ça reste des histoires entre Japonais ou entre Japonais et Chinois. Dès que vous mettez un bon Russe, un Biélorusse ou un bon Nord-Américain de 1m95, 2 mètres, 200 kilos, si le gars en face, il n'a pas de bonne technique, il n'a pas quelque chose de vrai, ça ne fonctionne pas. Non. Ça fonctionne pas. Quand les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, commencent à rentrer dans le karaté, ça met un coup. Quand les premiers Occidentaux rentrent dans le judo et qu'on fait les premières compétitions, ça met un coup. Pareil dans les arts martiaux chinois, quand on commence à faire rentrer les Occidentaux, attention, c'est 1m90 d'envergure, quand c'est un coup, c'est 1m80, c'est 100 kilos qui part. Ouais, le physique est relié. Et il y a une réalité du physique. Maintenant, il y a aussi une réalité de la technique, une réalité de la connaissance du corps, une réalité de la biomécanique d'un point de vue culturel. Et tous ces points de vue culturels, si vous les enlevez parce qu'en Occident, on ne s'assoit pas par terre, par exemple, on ne s'assoit pas en seiza, on n'est pas des cultures du sol, qu'on va occidentaliser l'art. Alors attention, et c'est là le danger, Manuel, c'est là très important. Au moment où on prend quelque chose, qu'on le sort, et qu'on le change une fois, et qu'on le change une fois, il va perdre ses racines. Et c'est ça le danger. Alors, on peut toujours dire, oui, mais voilà. Mais est-ce que c'est mieux de perdre ses origines que de mourir? Tu sais? C'est mieux de l'amener, par exemple, au Canada. Ouais. Non, mais c'est ça pareil, tu comprends? Parce que si le monde ne s'intéresse plus ou il n'y a plus tant de gens que ça, ben, t'es quasiment mieux de l'amener puis d'amener ta sauce à toi, quasiment. Tu sais, là, je remets une expression d'un autre podcast, que de le laisser mourir ou de laisser ça, tu sais, je sais pas. J'entends très bien ce que tu dis. Il faudrait demander à la personne, tu sais. Alors, j'entends très bien ce que tu dis, Jérémy, mais attention, c'est une très lourde responsabilité. Déjà, le fait d'enseigner, c'est une très lourde responsabilité. De la même manière, quand t'es papa, quand t'es maman, c'est une responsabilité. Au moment où tu te poses, ou quelque chose te pose au devant de la scène pour enseigner, montrer, expliquer, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, on déconne pas avec ça. Donc, quand tu parles d'un Ryu, par exemple, où il y a, allez, on va dire 200 ans de maître, 200 ans, 20 générations de maîtres qui ont sacrifié tellement du sang, des larmes, et parmi eux, bien sûr, tu as aussi des rigolos. Dire, aujourd'hui, je vais changer, je vais faire comme ça, il y a intérêt vraiment à avoir les arguments techniques, historiques, et aussi la situation du pourquoi et du comment. À ça, dire que je vais perdre les origines pour le changer, pour pas que ça meure, j'entends, c'est beau, mais une fois qu'on l'a coupé, il est déjà mort. À la base, dans ce que tu dis, Kassem, à partir du moment qu'il y a eu 20 mètres sur 200 ans, il y a eu altération du contenu de base. Parce que c'est sûr que la personne, quand elle reçoit l'enseignement, elle le reçoit à travers son filtre. Donc, après ça, quand elle passe à ses élèves, oui, elle va passer le cursus tel qu'il lui a été enseigné. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des interprétations, il y a des petites touches. Moi, mais je pense que c'est pas comme impossible d'empêcher ça, cette modification-là au fil du temps n'est pas inaltérable. Au moins, tous ces gens-là baignent dans la même culture, Manu. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ils ont tous la même style de vie. Très bien, très bien, Jérémy. C'est ça la différence, je pense, entre nous. Alors, Manu, ce que tu dis, c'est très bon, c'est très vrai, mais attention, toute cette notion de filtre, de compréhension, etc., c'est quelque chose de très moderne. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais c'est quelque chose de très moderne. Maintenant, quand tu rentres dans un système guerrier ou avec une culture du sol, une culture de ci ou ça, il y a ce qu'on appelle il y a une élection. C'est plus que le meilleur, c'est celui qui a les épaules, celui dont le maître se reconnaît en lui. Donc ça, c'est quelque chose de spécial. Maintenant, chaque maître va ajouter sa valeur,
C'est-à-dire c'est une science qui s'ajoute à une science. Mais attention, c'est pas un ego qui s'ajoute à un ego. Non. Faut bien faire attention, ça. Parce que dire qu'on met sa sauce, si sa sauce altère le style. Ouais. Et l'altère comment? Parce qu'on a beaucoup d'histoires où il y a un maître, ça change, et le prochain veut revenir à ça. Ouais. Il y a toujours ça, parce que, en fait, c'est une question de sens. Pourquoi on est là? Pourquoi on pratique? Comment il faisait avant? Pourquoi? Comment? Parce que ce qui se passe, c'est toujours la même histoire. C'est essayer de comprendre le passé, d'avoir une idée de l'histoire, une image, une vision de l'histoire pour mieux faire face au présent. Question très simple. Pourquoi méditer des textes religieux qui ont été écrits au 6e siècle, 7e siècle et encore bien plus avant? Pourquoi les méditer aujourd'hui? Si c'est vieux et que ça sert à rien, à quoi ça sert? Non, on les médite aujourd'hui parce que ce qui répondait déjà à l'époque peuvent nous aider à faire face aux défis aujourd'hui parce que c'est toujours la même histoire. C'est des histoires d'émotions, contrôle des émotions, problèmes de contradiction, etc., etc. C'est des problèmes humains. Ce qui va changer, c'est qu'on a un iPhone à la place. Avant, il n'y en avait pas. On boit des boissons, on a de l'eau qui vient directement à la maison, alors qu'avant, il fallait le chercher. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. L'altération, elle a du bon que si et seulement si elle amène ce qui a été reçu à un niveau supérieur. C'est comme l'eau. Non, l'image de l'eau, on l'aime tous, n'est-ce pas? Dans les arts martiaux, on n'arrête pas d'en parler. Hein? Alors, qu'est-ce qui nous attire dans l'eau? C'est bien la fluidité, n'est-ce pas? Hein? Eh ben, on oublie deux choses. C'est pas simplement que ça, l'eau. L'eau, la première chose, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Le corps est constitué de 70% d'eau. En plus, on a besoin de boire. Si on ne boit pas, on ne vit pas. Donc, il y a quelque chose dans l'eau qui donne vie. Je pense qu'on s'entend bien. Et la deuxième chose, je vais terminer là-dessus, c'est que l'eau, c'est transparent. Quand on va dans l'eau, on en a besoin, on se sent bien dans l'eau. Il y a quelque chose de transparent, de translucide, il y a quelque chose qui pénètre, qui dépasse l'entendement. Donc, c'est pas simplement que la fluidité, c'est un aspect de l'eau. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans l'eau, entre autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que couper quelque chose de ses origines, c'est déjà lui enlever un peu de sa vie. Et ça, il faut faire très attention. Et si on le fait, il faut vraiment avoir les arguments pour ou pourquoi. C'est comme, par exemple, des émigrés, quelqu'un qui part de son pays par exil. Il n'oublie jamais son pays. C'est très difficile. Et il va enseigner ça à ses enfants. Alors oui, les petits-enfants peuvent l'oublier, peuvent faire le choix d'oublier la religion, ça, c'est leur problème. Mais en oubliant ça, ils oublient une partie de leur identité. Et les arts martiaux, n'oubliez pas qu'il y a une grande partie d'identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être japonais pour le comprendre. On peut étudier l'identité et le comprendre d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pars du principe très simple qu'il faut respecter la chose. Et en la respectant, on devient plus humble. On la garde telle qu'elle est et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est lié à l'éducation, qu'est-ce qui est lié à la tuerie, qu'est-ce qui est lié à l'efficacité, qu'est-ce qui est lié au bien-être, qu'est-ce qui a été rajouté, enlevé, pourquoi, comment. Et ça permet d'apprendre des uns et des autres. C'est ce qu'il y a de plus beau.